dans le Culture Mag, le journal des arts et du lifestyle. Au sommaire aujourd'hui, une question mode. Les défilés et les magazines sont-ils racistes? En marge de la semaine de la mode à Tel Aviv, nous avons enquêté en Israël et l'élection l'an passé d'une Miss d'origine éthiopienne a-t-elle fait bouger les lignes? Mode encore, la victoire de la toile sur le papier. Internet mange-t-il la presse? Nous recevrons la directrice générale des activités digitales France de Vogue, Vanity Fair et GQ. Et puis nous irons du côté du Nil. Le fleuve africain est au centre d'un monumental projet artistique qui englobe 11 pays. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité à i24 News. C'était un voyage long, mais fructueux. Le célèbre souper chez Emmaüs est enfin arrivé à Hong Kong. C'est la première fois que l'Asie reçoit une œuvre du Caravage. Le tableau a voyagé avec un curseur de température, avec minute par minute le contrôle du taux d'humidité. C'est la version de 1605 qui a voyagé, peinte juste après la fuite de Caravage. Pour mémoire, cet artiste fougueux et libre avait tué en duel un genre de petite frappe puissante de la mafia. Caravage avait dû fuir Rome. Il est mort sans jamais avoir pu remettre les pieds dans sa ville. La mode est-elle raciste? Depuis Monsieur Saint-Laurent, qui a été l'un des tout premiers à mettre des femmes de toutes les couleurs dans ses défilés, les temps ont bien changé. Paris, New York, Milan, les blanches, les blondes sont majoritaires sur les podiums et sur les couvertures. En Israël, en marge de la Fashion Week, nous avons voulu savoir si l'élection l'an passé d'une Miss éthiopienne avait changé la donne. La première Miss noire du pays a suscité un formidable espoir dans la communauté éthiopienne. Beaucoup de jeunes filles se sont lancées dans une carrière de mannequin. C'est le reportage de i24 News et il est signé Fleur Citruc. מועמדת מספר 18, טיטי. Mars 2013, pour la première fois, Israël élisait une reine de beauté noire. Titi Heino fait partie de cette minorité éthiopienne, longtemps victime de discrimination dans l'État juif. Aujourd'hui, Titi a passé le flambeau à une nouvelle Miss Israël, mais elle reste l'égérie de Golf, une marque très populaire dans le pays. Pour la styliste Maya Krener, l'élection de Titi a provoqué un véritable bouleversement des mentalités. Notre pays est beaucoup plus ouvert qu'il n'était auparavant. C'est incroyable que nous ayons une Miss Israël noire. Il y a aussi beaucoup plus de mannequins noirs dans les agences. Elles sont recherchées. La beauté noire, c'est quelque chose de nouveau ici, pas comme aux États-Unis et dans le reste du monde. C'est tendance, c'est ce que les gens recherchent aujourd'hui. Quand elle est arrivée en Israël, à l'âge de 4 ans, Tzipi Hadis ne s'est pas vraiment reconnue dans les filles à peau claire des publicités. La jeune Éthiopienne ne s'est pas laissée décourager et a réussi à réaliser son rêve, devenir mannequin. Elle a même lancé sa propre agence. J'ai révolutionné le monde de la mode en Israël. Dans mon agence, vous trouverez toutes les origines, toutes les couleurs, toutes les religions, contrairement aux autres agences où il n'y a que des blondes aux yeux bleus. La demande de mannequins noirs était quasiment inexistante il y a quelques années. Aujourd'hui, elle explose. Regardez par exemple Tinor, elle travaille énormément. Et puis il y a aussi cette grande girafe là, elle est très demandée. Pourtant, aucun de ces mannequins n'a été retenu pour défiler lors de la Fashion Week à Tel Aviv. Les blondes aux yeux clairs continuent d'être la norme sur les podiums. Et à part Titi et Taounia, la gagnante de l'émission de télé-réalité Big Brother en Israël, les top modèles noirs font rarement la une des magazines. Nous n'avons pas de préférence pour les mannequins blanches dans le magazine Time Out. Il y a quelques mois, nous avons fait un shooting avec des réfugiés africains, mais malgré tout, il faut reconnaître que nous avons encore des progrès à faire. En fin de compte, ce que veulent les marques, c'est faire de l'argent. Et les blondes aux yeux bleus, c'est ça qui dope les ventes. C'est aussi ce que veut le public. Pour lutter contre ces stéréotypes à la vie dure, Johannes Azanav a lancé il y a 6 mois une campagne pour promouvoir les talents et les modèles à la peau foncée. On dit qu'Israël est un melting pot, un mélange de plein de nationalités différentes. Mais quand on regarde la télévision, il n'y a que des blancs à l'antenne. Ce n'est pas du tout représentatif de notre société. Ma campagne ne parle pas seulement des Éthiopiens, mais aussi des Indiens, des Yéménites, des Égyptiens. Il est grand temps que les gens de couleur soient représentés dans le monde du divertissement et dans la société israélienne. Black is beautiful, le message a encore bien du mal à passer dans le monde de la mode en Israël, comme dans de nombreux pays européens.
Fashion Week encore et toujours à Tel Aviv. Les défilés continuent. Hier, 25 designers israéliens ont rendu hommage à Minnie, le petit personnage de Disney. Les shows continuent avec leur lot de silhouettes, d'inventions et de créativité. Et puis, en marge de cette petite fête fashion israélienne, une initiative originale. Sous la houlette de Osnat Souba, un livre associe la cuisine et la mode. Les plus grands chefs du pays ont joué avec les plus grands designers du pays. Résultat, plus de 50 photos, choc, appétissantes et surtout très ludiques. De la mode encore et toujours, avec sur le plateau Sarah Hertz. Bonjour Sarah, vous êtes la directrice générale des activités digitales du groupe Condé Nast en France. Ça veut dire que vous avez une énorme responsabilité. Les sites de Vogue, de Glamour, de GQ, de Vanity Fair entre autres. Merci d'être là. Avec une petite question tout d'abord, vous allez suivre les défilés de mode à Tel Aviv. Qu'est-ce que vous en attendez? Bonjour Valérie, merci de cette invitation. Déjà, j'attends d'être surprise. Hier, lors de la cérémonie d'ouverture, Franca Sozzani, qui est la rédactrice en chef du Vogue Italie, parlait de sa curiosité toujours pour découvrir des nouveaux talents en mode. Et c'est vrai que lorsqu'on est habitué au Fashion Week, à Paris, à Milan, à Londres, à New York, on est habitué à une certaine exigence, perfection, qualité, en voyant toujours un peu les mêmes créateurs. Et que moi, j'attends en Israël d'être au carrefour d'influences différentes. Le plus bel ambassadeur de la mode ici, c'est évidemment Albert Elbaz, qui vient rarement. Hein. Qui vient rarement, mais qu'on aime beaucoup. Et qu'on aime toutes beaucoup. Sarah Hertz, on a le sentiment aujourd'hui que la mode se joue sur la toile, plus sur la toile d'ailleurs que dans les ateliers. Alors, je pense que la toile sans les ateliers n'existe pas et les ateliers sans la toile aujourd'hui non plus. La toile, c'est très varié parce que ça va d'un site internet à une édition digitale, à Instagram, à Twitter. Je pense que c'est un écosystème qui permet d'amplifier l'importance de la mode et l'importance des gens qui la font. Alors, on regarde là, pendant que vous parlez, des images du site, notamment du site de Vogue Paris. Quels sont les développements possibles de la mode sur Internet et du traitement de la mode sur Internet dans votre groupe? En fait, ils sont infinis, ils sont ludiques, ils sont pleins d'émotions. Nous, notre credo chez Condé Nast, c'est que toutes les parties de l'écosystème d'une marque soient aussi forts. Vogue, c'est d'abord un magazine, mais c'est une plateforme digitale extrêmement puissante. On a un Twitter qui rassemble presque 2 millions de followers. Pareil pour notre Facebook. Donc, on peut avoir des marques sur les réseaux sociaux extrêmement fortes. Et notre travail au quotidien, puisqu'il y a une différence de temporalité. Un magazine comme Vogue est un magazine mensuel. Nous, sur Vogue, on travaille en live. Et vous n'êtes pas un peu en concurrence, le papier et le digital? Non, on travaille pour la même marque dans des temporalités différentes et on a les mêmes messages. Qu'est-ce que vous pensez des blogueuses? Comment des titres prestigieux comme les vôtres, comment peuvent-ils récupérer ces mouvements, les Tumblr, les Instagram, les blogueuses notamment, qui n'ont dans le fond pas de règles éditoriales et pas de règles fashion, mode? Alors moi je pense que les blogueuses c'est un phénomène vraiment intéressant qui est un phénomène beaucoup plus large puisqu'à partir du moment où il y a eu des H&M qui ont permis à toutes les filles d'avoir du style, d'être à l'entrée des défilés, de se faire photographier et des blogueuses qui manient un peu les outils informatiques et les outils internet qui se sont fait connaître, on a eu accès à une nouvelle génération de filles passionnées par la mode et c'est inspirant. Après un blog c'est un moyen d'expression, il y a des blogs qui sont influents qui sont pas intéressants, il y a des blogs qui sont confidentiels et qui sont intéressants. Nous, on n'a pas d'a priori, ni négatif ni positif. On travaille avec des blogueurs, par exemple Maya Mazoret sur GQ, qui est sans doute l'une des personnes qui écrit le mieux sur le sexe aujourd'hui, mais on n'a pas forcément d'affinité nécessaire avec des blogueurs dès qu'elles ont de l'influence si on considère que c'est pas très intéressant. Pendant que vous parlez, on regarde les images du défilé. C'était à Paris, le défilé Hedi Slimane pour Saint-Laurent. La mondialisation qu'on craignait dans la mode n'est-elle pas en train de se transformer? Ce sera notre dernière question. N'est-elle pas en train de se transformer et finalement espèce de repli, chaque pays faisant un repli sur lui-même et sur son identité spécifique? Je pense exactement le contraire. Je pense que là, vous voyez la créatrice de Missoni, oui, avec une sorte d'enfance dans le regard. Et je pense que cet émerveillement de la mode, il est encore une fois sans frontières. Et moi, j'adore voir des jeunes créateurs émerger, presque sans nationalité à force de traverser toutes
toutes les capitales du monde. Non, je pense que c'est une ouverture, la mode, pas du tout un repli. Merci beaucoup, Sarah Herz, d'avoir pris le temps pendant les défilés Tel Aviv de venir nous parler sur le plateau du Culture Mag. Merci bien. À suivre, le Nil et le projet culturel gigantesque qui lui rend hommage. Mais en attendant, voici les highlights. À Jérusalem, l'heure est à la fête et la fête se fait en musique. L'Orchestre symphonique de Jérusalem propose un concert spécial dédié à la musique classique française. Conduit par le chef d'orchestre Frédéric Chasselin, le programme est entièrement bleu-blanc-rouge. Gounod, Bizet ou 500, ce concert sera accompagné par la jeune pianiste slovène Anna Sinkovec ainsi que la soprano Keren Hadar. Un concert 100% français au Théâtre de Jérusalem, c'est le 12 mars. La compagnie de danse Pilobolus débarque à Londres au Sadler's Wells Dance House avec un nouveau spectacle, Shadowland. Explorant la fusion entre différents styles de création, ce spectacle mélange ombre chinoise, danse, cirque et musique en incorporant des écrans mobiles. Il s'agit de créer une performance alliant théâtre et chorégraphie. Fruit d'une collaboration avec Steven Banks, l'un des créateurs de Bob l'éponge, ce spectacle décrit le monde surréel d'une jeune fille qui refuse de grandir. Un conte universel à la fois dramatique et comique. Vous pouvez voir Shadowland jusqu'au 30 mars. Le musée d'Orsay présente Vincent Van Gogh sous une autre facette, 45 tableaux du célèbre peintre mis en perspective avec les textes d'Antonin Artaud. Une analyse réalisée par l'écrivain lors d'une grande rétrospective de l'œuvre de Van Gogh en 1947 à Paris. Le poète et essayiste présentait alors Van Gogh comme un génie incompris, poussé au suicide par la société de son époque. Vincent Van Gogh, Antonin Artaud, le suicidé de la société, une exposition mêlant lettres, peintures, dessins et photographies à découvrir jusqu'au 6 juillet. Au Maroc, la 5e biennale de Marrakech vient d'ouvrir ses portes. Pendant 10 jours, la ville, ses habitants et ses touristes va vivre au rythme des défilés folkloriques, des expositions, il y aura des happenings, des concerts en plein air. C'est un grand événement pour le pays. Il a lieu tous les 2 ans. Fermeture des portes le 31 mars. Voilà, et maintenant nous retrouvons David Gombin. Bonjour David Gombin. Bonjour, pour ce grand projet culturel d'envergure qui est titré Nile Project, ou Nile Project. Voilà, le Nile Project, comme on dit en anglais, eh bien, il a été initié par une ethnomusicologue d'origine égyptienne qui s'appelle Mina Girgis, en collaboration avec une chanteuse éthiopienne et américaine, Meklit Adero. Elles sont persuadées toutes les deux que la musique, c'est le meilleur moyen pour créer le pont entre les peuples et les différentes cultures. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont réuni 18 musiciens qui viennent d'États aussi différents que le Burundi, l'Égypte, le Rwanda ou bien encore le Kenya. Et elles les ont réunis pour créer un grand projet musical, un groupe en commun. Pour, en fait, le but, c'est de faire découvrir les différentes cultures et ainsi favoriser les échanges entre ces peuples. Alors, au terme d'une résidence commune entre ces artistes, en 2013, ils ont sorti un album qui s'appelle Aswan et leur tournée africaine s'achève justement ce soir à Alexandrie, en Égypte. Je vous propose qu'on regarde un petit extrait de cet album Aswan. C'est un projet monumental que de réunir comme ça tous ces artistes venus de combien de pays, vous avez dit presque. Eh bien, ils sont 6 pays. Il me semble qu'ils sont en 6 pays, mais ils font une tournée dans 11 pays. Alors, quels sont les enjeux autour de ce fleuve, autour du Nil ? Eh bien, vous le savez, le Nil, c'est l'un des plus longs fleuves du monde. Il s'étend sur plus de 6000 km, traverse 11 pays différents et permet à 437 millions d'habitants de pouvoir vivre justement grâce à son eau. On connaît l'importance dans l'histoire, notamment le développement de la civilisation égyptienne grâce au Nil. Mais aujourd'hui, le Nil, c'est également une source de problèmes. Alors, ces problèmes sont avant tout environnementaux. C'est un fleuve très pollué, mais aussi politique, social. Bref, le Nil va mal. Alors, justement, pour pallier à ces problèmes, le Nile Project, en plus de ce projet musical, ils ont mis en place les ateliers du Nil, c'est-à-dire dans chacune de leurs tournées en Afrique, ils s'adressent aux étudiants en économie de ces pays pour leur présenter le Nil, non pas comme une source de problèmes, mais plutôt comme une opportunité, justement, pour un développement commun. Et puis également, il y a le prix du Nil qui en fait récompense et finance les meilleurs projets justement qui vont répondre à ces problématiques environnementales. D'accord. Et dites-moi, David, vous avez parlé de la
tournée africaine, elle s'achève donc. Il y a une autre façon de pouvoir entendre et Tout à fait, Valérie. Alors justement, pour les retardataires ou pour ceux qui ne sont pas en Afrique et qui n'ont pas pu suivre cela, eh bien, The Nile Project ont déjà annoncé pour cet été une tournée en Europe et puis également en Amérique du Nord. Ça sera à l'horizon de l'hiver 2015. Et puis, je voudrais juste conclure. Mais concluez, mon ami, voilà, concluez. par une belle citation de notre ami Nelson Mandela, qui est décédé récemment, qui disait que la politique peut être renforcée par la musique, mais la musique a une puissance qui défie la politique. Oh, c'est beau. Merci David Gombin. Voilà, Merci. c'est la fin du Culture Mag. On se retrouve demain, même heure. Juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News.